qu'on m'entend? Non, toujours pas. Bonjour à toutes et à tous, ceux que je n'ai pas vus, celles que je n'ai pas vues encore ce matin. C'est la fin du Conseil national fédéral, dernière demi-heure. Donc mes camarades, c'est une réponse aux 12 interventions pour le débat d'actualité. C'est peut-être peu, mais elles ont manifestement donné lieu à une solide préparation. Et merci de votre participation à l'élaboration collective, que ce soit par vos interventions hier matin ou par votre implication dans les forums hier après-midi. Dans la joie et la bonne humeur, je crois, on peut le dire. Ce qui frappe d'abord dans vos interventions, c'est la vitalité des syndicats-services. Les permanences se multiplient, les bonnes pratiques se diffusent, les dossiers pour des actions de proximité se montent et se concrétisent sur le terrain. Le parrainage ou le coaching ou l'empowerment, les cafés sociaux, la caravane d'information à destination des salariés, tout cela fonctionne et nous rend fiers de l'action collective. Les difficultés existent et nous les connaissons. Des employeurs allergiques aux organisations syndicales, j'y reviendrai. L'isolement de certains salariés, j'y reviendrai. Et pourtant, nous y arrivons ensemble. Vous y arrivez ensemble. Et n'est-ce pas là la raison d'être et la façon d'agir d'un syndicaliste d'action et de réforme? Agir pour les salariés, malgré les difficultés, ne rien attendre des autres, tout construire soi-même. Et cette vitalité des syndicats et des militants CFDT trouve ses résultats sur le long terme. J'ai évoqué hier la courbe des adhésions en étant volontairement un peu pessimiste. J'avais mis des couleurs sombres, on m'a dit. Bon, voilà, c'était pessimiste. Mais aujourd'hui, remettons les choses en perspective. Jamais la fédération n'a compté autant d'adhérents, jamais nous n'avons été aussi implantés dans les entreprises. Ça, c'est une vérité. En revanche, le sentiment est largement partagé au vu des résultats des élections salariés des très petites entreprises et du particulier employeur. L'ensemble de la fédération, c'est-à-dire ses syndicats, vous-même, nous sommes déçus. Voilà, ça a été dit, redit, je le redis encore aujourd'hui. Les résultats ne sont pas à la hauteur de l'engagement et de l'investissement des militants durant toute la campagne. Les trois principales organisations perdent de l'audience. La loi travail n'y est donc pour rien. Notre audience dans la branche des assistantes maternelles est de 6,13%. Ce résultat est malheureusement définitif, car cette branche ne bénéficiera pas d'un rattrapage avec des résultats d'élections d'entreprise. Donc nous sommes déçus au regard des moyens humains et financiers déployés pour ce secteur dans la campagne. Nous nous attendions à un meilleur score, surtout quand on voit le résultat obtenu par d'autres organisations syndicales, plus ou moins syndicales, sans avoir fait campagne. Cela nous interroge, et cela vous a interrogé. Vous avez évoqué le soutien de certains patrons envers l'UNSA, considérés comme autonomes, comme n'appartenant pas aux grandes organisations touchées par la vague dégagiste. Gardons la tête froide, les chiffres de participation sont tellement bas qu'il est difficile de trouver des explications complètes, rationnelles, politiques à l'ensemble des éléments dont nous disposons. Cependant, d'ores et déjà, sans jouer les mauvais perdants, il faut se rendre à une certaine évidence, la question de la pérennité de ce scrutin est posée. Il est trop tôt pour répondre à cette interrogation aujourd'hui. Cela n'empêche pas pour la Fédération de poser la question dans un souci d'apporter plus tard une solution alternative, car nous ne devons pas abandonner le champ des très petites entreprises et des salariés du particulier employeur, mais au contraire, renforcer notre relation avec ces salariés où l'examen de confiance doit être tenu. Concernant plus particulièrement les assistantes maternelles et les salariés du particulier employeur, le choc des résultats a affecté les équipes et le Bureau fédéral devra réfléchir à un plan d'action qui permette à la fois de parler plus en détail aux salariés de ces secteurs et de soutenir techniquement les syndicats qui sont de plus en plus nombreux à s'investir. Qu'un maximum d'assistantes maternelles et de salariés du particulier employeur puissent parler de leur réalité, de leur métier,
la suggestion exprimée hier est à exploiter. Cette campagne n'aura pas été vaine, cependant. Les contacts ont été pris, quelques adhésions de fait. Nous avons obtenu l'ensemble des listes électorales par convention collective, aux syndicats de s'en emparer et de construire les succès électoraux de demain. La fédération met à disposition des syndicats, je vous le rappelle, des outils bien utiles, par exemple des fiches, des plans, des fichiers, des croisements de fichiers, ou le fameux PASS, pour anticiper les élections professionnelles dans les entreprises. Et c'est pour faire avec les syndicats. La participation des très petites entreprises, des salariés des très petites entreprises et des salariés de particuliers employeurs, cette participation ne nous satisfait pas, mais à l'inverse, dans les élections d'entreprise, ça aurait pu être dit à la table ronde ce matin, nous constatons souvent une bonne participation, parfois supérieure à celle aux élections politiques. Nous savons obtenir de bons résultats électoraux, comme le syndicat des CCI, des chambres de commerce et d'industrie, dans un contexte mouvant, particulièrement difficile. J'ouvre une parenthèse pour les CCI. Nous sommes la deuxième fédération, regroupant uniquement des salariés du privé, mais comptant dans nos rangs des salariés à statut. Nous allons prendre le temps de nous approprier le dossier qui nous a été soumis en tribune. Nous ferons tout pour faciliter le véhicule législatif qui amènera la pérennisation du droit syndical. Je reviens aux bons résultats électoraux dans les entreprises qui nous démontrent aussi que la loi travail n'a pas disqualifié la CFDT. Ces bons résultats s'obtiennent dans tous les champs professionnels. O2, avec Sandrine, Gary Lafayette, Burger King et bien d'autres encore. Demain, à 11h30, un bureau national confédéral extraordinaire se réunit pour l'annonce de la représentativité interprofessionnelle à un niveau national. La fédération relaiera la communication confédérale pour que tous nos syndicats prennent connaissance de l'audience de la CFDT. Que nous soyons à la première ou à la deuxième place au niveau interprofessionnel, une fédération de syndicats comme la nôtre, dont le champ conventionnel est si étendu, ne peut pas faire l'économie de porter un regard sur chaque convention collective. Dès que nous obtiendrons cette mesure par branche, et nous avons su aujourd'hui qu'il est tout à fait possible qu'on reçoive cette information dès demain, nous en informerons alors tous nos syndicats, les négociateurs de branche, nos mandatés. Nous analyserons les résultats par branche et nous les vérifierons car des procès-verbaux peuvent avoir été mal aiguillés. L'analyse prendra plusieurs semaines. Ces résultats par branche feront l'objet de décrets publiés au journal officiel. Il y a 4 ans, nous avions dû attendre plusieurs mois et il faudra sûrement attendre décembre pour certaines branches. L'annonce de la mesure de la représentativité, c'est donc demain. Les enjeux dans la période sont quotidiens. Et pour beaucoup, malheureusement, c'est la multiplication des plans sociaux et l'accompagnement des équipes syndicales et des salariés qui y sont confrontés. Notons d'ailleurs qu'aucun de ces PSE ne s'appuie sur les dispositions présentes dans la loi travail, accusées de faciliter les licenciements. Vous en avez cité qui relevaient de vos champs géographiques, et c'est la logique induite par notre organisation fédéraliste. Nous sommes en soutien des équipes, nous formons les permanents fédéraux sur la question des PSE. L'organisation est rodée. Vous pouvez compter sur la fédération, sur ce qui relève de son champ d'action. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, qui reste une préoccupation majeure, ne soyons pas bisounours, à part quelques exceptions notables, et obtenues par la CFDT, comme dans la restauration rapide ou les cafétérias, où des accords viennent d'être conclus, nous savons que beaucoup de négociations de branches sont bloquées. Le patronat réduit les salariés à un coût qu'il faudrait contenir, alors que l'avenir, c'est l'économie de qualité, la formation, les compétences et des salaires décents pour tenir notre rang dans l'économie mondiale. Le travail dominical, autre enjeu du quotidien. Il est injuste d'affirmer que la position fédérale est ambiguë sur le travail du dimanche. C'est injuste. Injuste par rapport à nos décisions collectives. C'est une position arrêtée en congrès,
mise en œuvre sur la base d'une décision du premier bureau fédéral de la mandature et ayant donné lieu à des outils, des grilles d'analyse et à un mandat de négociation plutôt serré. On peut être en désaccord avec la position fédérale. C'est entendu. Ce n'est pas interdit à la CFDT de ne pas être d'accord avec les décisions majoritaires. Et dans ce cas, c'est sain de s'exprimer. Cette tribune est libre. J'insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas hésiter à intervenir et à dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il n'y a aucune ambiguïté dans le positionnement du ni généralisation ni banalisation à la CFDT Service. Ce sont les pouvoirs publics, les maires, les préfets ou le ministre, selon le dispositif ou la zone, qui autorisent les magasins à ouvrir le dimanche. Ce sont les directions qui décident d'ouvrir ou pas, et les salariés qui en subissent les contraintes. Ce sont les syndicats représentatifs qui négocient des compensations. Et la CFDT est toujours dans le coup pour signer, comme à la FNAC ou au printemps, ou dans la couture parisienne, ou pour s'opposer, comme à Nespresso. Et ça ne se fait pas au doigt mouillé, mais sur la base d'une préparation collective, décidée par les syndicats, mise en forme par le bureau fédéral et mise en œuvre par les négociateurs avec les salariés. Et nous nous faisons un devoir d'accompagner nos négociateurs. L'heure n'est pas au bilan, mais c'est un dispositif qui donne lieu à des négociations sous contrainte pour les directions. Pas d'accord, pas d'ouverture. Pour le moment. Ça pourrait ne pas durer. Quant à la création d'emplois, elle sera vérifiée. C'est la principale motivation de notre présence dans les observatoires et autres réunions institutionnelles où, je le répète, les autres organisations syndicales sont très absentes. Nous préférons cette posture à celle consistant à refuser, par principe, de négocier. Sans nier la nécessité de construire une économie compétitive dans une économie mondialisée et ouverte, il va de soi que des dispositifs comme le CICE ou le pacte de responsabilité doivent être conditionnés à des contreparties établies avec les organisations syndicales. Nous le redisons ici, le versement d'aides financières importantes à des entreprises sans contrepartie nous indigne, alors que choisir la voie du dialogue social de qualité permet de construire des accords durables sur la stratégie d'entreprise et pour l'amélioration réelle du pouvoir d'achat. Un mot sur le fameux décret de l'instance de dialogue dans les franchises. Nous sommes indignés également devant la lenteur avec laquelle le décret franchise est élaboré. Il aurait dû l'être depuis longtemps, mais le lobby patronal, extrêmement puissant et intense, fait retarder les choses. Nous n'allons pas vous le cacher. Nous ne désespérons cependant pas et rappelons nos interlocuteurs à leurs obligations, toutes les semaines. Toutes les semaines. Et là encore, soyons positifs, car si nous attendons ce décret, c'est que la disposition existe dans la loi. Et elle existe grâce à la fédération, dont les responsables ont mis en œuvre notre résolution. Et dans l'attente, nous sommes la seule organisation syndicale à essayer de trouver les solutions durables aux conséquences humaines et sur les organisations du travail induites par ce modèle économique en plein développement. Citons ici Auchan, qui compte énormément sur les franchises pour relancer son développement. Un mot sur les discriminations, et qui fait pendant avec la table ronde. Les discriminations syndicales que vous avez évoquées hier, qui sont plus ou moins visibles, établies ou non par des condamnations, ou ne donnant pas lieu à des recours. Dans tous les cas de figure, elles constituent un frein à l'engagement syndical et à l'adhésion. La loi prévoit que le gouvernement remette au Parlement, avant août de cette année, un rapport sur l'état des discriminations syndicales sur la base des travaux réalisés par le Défenseur des droits. Le cadre juridique de la discrimination syndicale, directe ou indirecte, est établi dans les normes de niveau européen ou international. Mais on voit tous les jours que la loi ne suffit pas. Elle permet de punir et de sanctionner, mais elle ne peut pas décourager les comportements idéologiques des employeurs qui refusent le fait syndical et utilisent la répression et toute forme de méthode
pour saper l'engagement des militants. La fédération condamne fermement l'attitude de ses employeurs. Quand on peut caractériser la discrimination syndicale, avec l'aide de l'inspection du travail, ou pas d'ailleurs, nous portons les dossiers devant les tribunaux compétents. Quand il s'agit des mandatés fédéraux et qu'on nous interpelle, bien sûr, nous prenons nos responsabilités. Les syndicats font de même et gagnent des dossiers contre les employeurs. Cela dit, le mal est fait et laisse des traces. Concernant les mutations technologiques, qu'elles soient numériques, robotiques ou d'automatisation, les évolutions ne sont pas une nouveauté pour la Fédération des services. Aussi, souvenez-vous qu'en 2014, l'Université fédérale était consacrée aux nouvelles formes d'économie avec des spécialistes qui font référence en la matière. S'il ne nous viendrait pas à l'idée de renoncer à l'électricité, de la même manière, les évolutions technologiques numériques ou mécaniques nous permettront sans doute quelques progrès utiles aux salariés, limitant pour les postes répétitifs certains troubles musculo-squelettiques. Mais ces évolutions, comme les changements d'habitudes de consommation et la transition écologique, auront un impact important sur nos métiers. C'est le cas pour les mises en place de caisses-tunnels chez Auchan, l'utilisation des applications mobiles dans le service à la personne, ou l'automatisation de certaines tâches chez les avocats, la signature sur tablette chez les notaires par exemple. Le fait pour des hôtesses de caisse de se voir imposer de former les clients à réaliser leur métier constitue un risque psychologique important. Voir disparaître des métiers nous force à insister plus que jamais sur la sécurisation des parcours professionnels et la gestion des compétences et de l'employabilité sur le long terme. Nous devons voir toujours plus loin et être force de proposition. L'expérience de l'ère numérique nous enseigne que les habitudes de consommation peuvent évoluer bien plus vite que nous ne pourrions le penser. Concernant l'ubérisation, la prise de conscience et l'intégration de ce nouveau mode de travail est amorcée au sein de la Fédération. Nous ne devons pas traiter ce sujet seul dans notre coin. Nous travaillons d'ores et déjà avec d'autres fédérations concernées, comme la FGTE et la F3C, et nous animerons un atelier avec ces deux fédérations lors du Working Time Forum le 20 mai, où 800 jeunes adhérents et militants, de moins de 36 ans donc, sont attendus à la Villette. La fédération a une culture de réflexion prospective qui doit se poursuivre, dans le calme, en dehors de l'hystérie qui caractérise parfois les campagnes électorales politiques. Alors, par exemple, le revenu universel. L'idée du revenu universel n'est pas neuve, et vous l'avez rappelé. Elle a été débattue aussi à la CFDT lors de son université syndicale organisée par la Confédération en 2016. Cependant, on voit bien qu'elle occupe ces derniers temps l'espace médiatique. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs éléments incontestables. Le numérique et la robotisation bouleversent le monde du travail, les métiers évoluent, certains disparaissent. Ces éléments, comme d'autres révolutions industrielles précédemment, augmentent fortement la productivité. Pour une même heure travaillée, nous produisons plus de richesses, plus de biens et de services. Les débats entre économistes sont vifs sur les conséquences en termes de nombre d'emplois. Et vous connaissez l'adage, 2 économistes, 3 avis. Je ne sais pas si ça vaut pour les sociologues aussi. De plus, les carrières aujourd'hui, et elles seront encore plus demain, seront hachées et les temps de transition se multiplieront. C'est cet élément qui nous fait porter à la CFDT la revendication de l'articulation entre les protections collectives et les droits attachés à la personne, plus qu'au contrat ou au statut. C'est d'ailleurs un paradoxe de cette idée. À l'heure où le besoin de protection individuelle est important, une mesure universelle et unique est-elle en capacité d'être une bonne réponse à ce besoin ? C'est une question. Certains défendent donc que pour accompagner ce double mouvement, et parce que le travail est parfois facteur de souffrance, il faudrait bénéficier de ce revenu pour nous émanciper un peu plus du travail. À la CFDT, nous n'oublions pas que le travail est un facteur essentiel de lien social, d'émancipation individuelle et collective. Alors, certes pas le seul lien, mais c'est un lien important. Et ça a été dit aussi ce matin. Jamais nous ne pourrions défendre une proposition générale
qui aurait pour conséquence de priver définitivement du monde du travail une partie de la société. Cependant, on voit bien qu'au-delà de la proposition concrète du revenu universel, les questions qu'elle suscite sont centrales aujourd'hui et le sont pour une organisation syndicale. Quel travail pour demain ? Quel lien entre emploi et travail ? Comment faire face à la révolution numérique ? Cette dernière va-t-elle détruire des emplois et comment accompagner cette transition ? Le revenu universel est également évoqué pour lutter contre la pauvreté. En matière de lutte contre la pauvreté et de réforme des minima sociaux, des lignes de consensus peuvent se dégager. Et elles sont d'ailleurs présentes dans le dernier livre de François Chérec. Elles le sont également dans le rapport Sirug sur les minima sociaux. Quelles sont-elles ? L'accès des jeunes à ces minima sociaux. Aujourd'hui, les jeunes sont souvent mis à l'écart des dispositifs de lutte contre la pauvreté. Notons ironiquement qu'il y a plusieurs types de majorité en France, mes camarades. À 16 ans, vous pouvez aller en prison. À 18 ans, vous pouvez passer le permis de conduire et voter. Et vous devez attendre 26 ans pour que la société vous donne droit au RSA socle, alors que vous n'avez pas de ressources. Bon, pour WTF, c'est jusqu'à 35. Nous avons effectivement en France choisi d'aider les jeunes, au travers et toujours sous le prisme des parents. C'est le cas des bourses dont le montant prend en compte les revenus des parents. C'est le cas du quotient familial qui est basé sur les revenus des parents. Notons d'ailleurs que ce dispositif est particulièrement inégalitaire car il ne bénéficie qu'aux parents qui payent des impôts sur le revenu, c'est-à-dire moins de la moitié des Français, des foyers français. Le revenu minimum décent proposé consiste d'abord à l'extension des minima sociaux aux jeunes de moins de 26 ans. Un constat est partagé également. Notre système est trop complexe. Il faut simplifier l'accès aux aides. Le versement automatique est une piste évoquée et également en fusionner certaines. Moins un dispositif est lisible, plus il est inégalitaire et plus il prive d'accès ceux qui en ont le plus besoin. Revenu minimum décent, revenu universel, revenu de base et d'autres variantes existent sans que les études d'impact ou de financement sérieuses existent réellement. Il serait présomptueux de trancher ce débat en quelques minutes ici, et donc nous devons approfondir ensemble. Et peut-être qu'à l'image de la proposition d'ATD Quart Monde, territoire zéro chômeur de longue durée, cette proposition peut changer notre manière de faire. J'en viens à une fédération avec ses syndicats engagés dans le débat politique. La campagne présidentielle a occupé une très grande place dans vos interventions. Nous observons une approbation de la stratégie de la CFDT durant cette campagne. Il est préférable de mettre cette période à profit pour approfondir les grands enjeux, notamment avec les partenaires de la société civile au sein du collectif Les Places de la République. Les transitions écologiques et numériques et leur impact sur l'emploi, le contenu du CPA constituant les prémices d'une protection sociale renforcée pour tous les travailleurs et les travailleuses, la fiscalité, l'action publique, la démocratie et le rôle indispensable des corps intermédiaires, la lutte contre les inégalités, la cohésion sociale et le vivre ensemble. La CFDT a interpellé les candidats, leur posant 35 questions sur les bases de ces résolutions. Contrairement à la CGT et à sa fameuse charte d'Amiens, qui date de 1906, la CFTC a réglé ses problèmes d'incompatibilité entre mandats politiques et syndicaux qu'à la Libération. Contrairement à la CGT, pour qui l'indépendance à l'égard du Parti communiste était une vaste blague, la CFTC et la CFDT, qui s'est transformée, ont respecté scrupuleusement ces règles d'incompatibilité. Incompatibilité des mandats, mais pas apolitisme. Denis a rendu un hommage vibrant à François Chérec hier. Le père de François, Jacques, était un des principaux artisans, en 1974, des assises du socialisme, consistant à faire une greffe autogestionnaire sur le Parti socialiste. Avec les rocardiens, la CFDT était bel et bien à la manœuvre. C'est elle qui comptait. Et il faut bien le dire, sans cet épisode, il est bon de revenir un peu à l'histoire, sans cet épisode, pas de recentrage, pas de rapport Moreau, qui est mort aussi cette année, pas de resyndicalisation qui nous a amenés en 1981, mais après coup, à dire que nous ne donnerions plus jamais de consigne de vote. Si nous n'avions pas dit et affirmé notre indépendance à l'égard du politique,
nous ne serions pas en passe de réussir ce qui fonde notre identité, offrir une alternative à la CGT. Nous n'avons enfreint que 3 fois cette position, en 2002 pour appeler à battre Le Pen et pour voter oui au référendum sur l'Europe en 92 et en 2005. Pendant longtemps, la CFDT s'en est tirée sans slogan. Quand les autres parlaient d'union de la gauche, nous avancions l'unité des forces populaires et parlions d'autogestion quand ils préconisaient une démocratie avancée. Le ni neutre ni partisan entendait signifier cette ligne de crête. Pas apolitique, mais droite et gauche. Mais ce slogan est désormais un peu court, mes camarades. Le Front National est dit le premier parti de France, même si je n'aime pas trop utiliser cette expression. Il a le groupe parlementaire français le plus important au Parlement européen. Il a regroupé 1/3 des voix au régional et, ça a été dit, certains pensent qu'il sera au 2e tour de la présidentielle de 2017. Rien n'est joué, mes camarades. Méfions-nous des sondages. Les indécis forment 1/3 de l'électorat. On annonce une forte abstention. Chacun de nous peut convaincre 2 ou 3 proches de voter. Et ça peut changer le scrutin. La CFDT joue son rôle de syndicat en traçant des pistes, en faisant des propositions et en posant des revendications. Elle joue son rôle de syndicat libre et engagé, syndicaliste et citoyen, en posant les fameuses 35 questions aux candidats à la présidentielle. Elle joue son rôle de syndicat dans la guerre culturelle. Nous menons une guerre culturelle qui voit s'affronter l'idée de liberté contre le tout sécuritaire, la confiance dans un monde ouvert contre la peur et la fermeture, la force du progressisme contre la réaction conservatrice. C'est l'objet de la motion proposée hier par le Bureau fédéral à l'unanimité et que je vous invite à entériner par un vote à la majorité des délégués présents, à main levée, car il ne s'agit que d'une motion d'actualité, un délégué, une déléguée, une voix. Chacun d'entre vous votera en conscience, sans pression d'aucune sorte, j'insiste beaucoup, sans pression d'aucune sorte. C'est ça la CFDT, et vive la CFDT. Merci à vous. Alors, comme il n'y a pas de bureau de séance, je vais m'improviser président de bureau de séance, et nous allons donc passer au vote de la motion. Alors, il va falloir des scrutateurs, allumer la salle pour qu'on y voit un petit peu mieux. Voilà. La dernière fois qu'on a voté une motion d'actualité, c'était il y a un moment, donc on ne se souvient plus de l'organisation, mais on va y arriver. On est organisé à la CFDT quand même, en général. Donc les scrutateurs, tous les délégués peuvent voter. Ce n'est pas une question de porteur de mandat ou de mandat plus ou moins en quantité suivant le syndicat. C'est une motion d'actualité, un délégué, une déléguée, une voix. Alors c'est les délégués par contre. Donc nous, on est délégués, les membres du bureau fédéral, les délégués des syndicats, mais nos camarades permanents de la fédération ne sont pas délégués. Même si je sais que c'est avant tout des syndicalistes et qu'ils ont une furieuse envie de prendre part au vote. Eh bien, c'est parti. Qui vote pour cette motion d'actualité ? Alors, avec une main, Franck. Antoine avec une main aussi. Pas de triche. Ah.
Ça fait basculer le vote, c'est ça? Ouais. Qui vote contre la motion d'actualité? C'est bon? Les scrutateurs qui votent contre cette motion d'actualité? Qui s'abstient? Scrutateurs, est-ce que nous pouvons dire que la motion d'actualité est adoptée? Eh bien, je vous remercie beaucoup, mes camarades. On peut applaudir cette motion d'actualité. Mais comme ça a été dit par beaucoup, tout reste à faire avec vous, tous ensemble. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup pour votre participation. Vraiment, merci. Patelin Lorrain, Patelin Lorrain. Représente le 5-7, la Moselle, la Lorraine en force. Je vais vous faire découvrir ces villages, ces patelins, avec leurs noms qui sont quand même assez lourds à porter, hein, ce qui fait que c'est pas facile d'y vivre. Allez hop, suivez-moi donc, c'est pas...